Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ce nouvel épisode de la saga À nous la côte! Nous sommes Teresa Fortier Et Sarah Villemer. et nous sommes heureuses de vous accompagner tout au long de l'été avec un nouveau concept d'émission fruité et léger. Et aujourd'hui, une occasion spéciale, on vous offre une tournée de la petite anglicane de Forestville, en fait, un bijou à aller voir pour en fait en connaître un peu plus sur l'histoire de notre magnifique Haute-Côte-Nord. Et c'est Éric Lévesque, le fameux guide. On va se le dire, Teresa, il est bon en maudit, Éric, Ah pour oui, nous on a faire tout compris. une belle visite guidée. Donc, vous pouvez aller le voir tout de suite, mais avant tout, un petit aperçu de ce qu'on a fait avec Éric. Donc, on est présentement en compagnie de Éric Lévesque, guide de la petite anglicane. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien malgré la météo, mais ça va bien. Effectivement, c'est plus gris, mais c'est peut-être une bonne nouvelle pour vous, étant donné que les gens vont peut-être plus venir vous voir dans les... Exactement, dans les musées et dans la petite anglicane. Mais si on parle directement de la petite anglicane, bon, qui était une église auparavant, est-ce que vous pouvez nous parler de l'idée, comment vous avez eu l'idée de créer, dans le fond, un musée dans cette anglicane-ci, qui, on le rappelle, est à Forestville? En fait, l'idée vient pas de moi. L'idée vient de Rachel Saint-Louis, professeure à la retraite, qui, lorsque la municipalité va acquérir la petite chapelle en 1992, en 1994, elle va créer le musée à l'intérieur. Donc, en fait, c'est juste de réutiliser un bâtiment patrimonial. Je vais donner une troisième vie au final. Une troisième vie. Parfait. Et puis, pouvez-vous nous parler peut-être de l'histoire de la petite anglicane, si vous le savez un petit peu, ses débuts? Son histoire remonte, en fait, il faut comprendre qu'en 1937, une compagnie anglophone de pâte et papier, Anglo-Canadian Pulp and Paper Mill, s'est présentée ici et a acquis le droit d'exploitation forestier ici. Et comme elle a construit un village privé pour loger ses travailleurs, donc c'est un village privé, ce n'est pas une municipalité, ce que ça veut dire, c'est que c'est à elle de fournir les services publics. Alors pour accommoder la croyance de certains travailleurs qui étaient anglophones, elle a construit la Trinity Church, qui est son nom d'origine, l'église Trinité, si vous voulez. L'église Trinité. Pourquoi avoir choisi peut-être la petite anglicane pour justement exposer l'exposition qu'il y a en ce moment à Forestville? Tant qu'à faire un musée où on expose de l'histoire, on a aussi le patrimoine du bâtiment en tant que tel. Donc, il y a un certain cachet historique aussi avec la petite église. Mm-hmm. Là, depuis quand qu'il y a un musée à l'intérieur? Depuis 1994, qu'il y a un musée qui traite de différents sujets au fil du temps. Aujourd'hui, précisément, on va traiter surtout de l'histoire de Forestville directement, l'histoire un peu de la région, son développement forestier, les grands barrages hydroélectriques, une exposition secondaire sur les garde-feux de 1917 à nos jours, une salle avec une salle photo qui regroupe aussi des outils d'époque de l'Anglo-Canadian Pulp and Paper Mills et une salle avec les remèdes de grand-mère et les objets de la vie courante du siècle dernier. Donc, depuis 1994, c'est mis en place. Donc, c'est très, très intéressant parce que les gens de Forestville et les gens d'un peu partout au Québec peuvent venir, en fait, à la petite anglicane, découvrir les joyaux et les histoires, en fait, de la région. Justement, parlons d'achalandage. Peut-être vos heures d'ouverture, ça l'ouvre à partir de quand dans la saison? En saison habituelle et non pas en COVID. En saison habituelle, on ouvre tout le mois de juin, juillet et août. On ouvre 7 jours sur 7, 10 heures par jour, soit de 8 h à 18 h le soir. Parfait. Je sais que vous avez été vous l'êtes encore très impliqué justement pour ce projet-ci. Parlez-nous peut-être du projet que vous avez monté, sans nous parler directement tout de suite de l'histoire, parce qu'on va s'en venir un petit peu plus tard, mais comment vous avez contribué, dans le fond, à la création de cette visite-là que vous nous offrez aujourd'hui? En fait, c'est que l'an passé, la municipalité a préparé son année pour fêter son 75e anniversaire. À ce moment-là, elle m'a approché pour savoir si je pouvais faire quelque chose précisément sur ce sujet. Alors, durant la saison morte, soit en hiver il y a 2 ans ou presque, j'ai planché sur des négatifs, des documents, des livres d'histoire et tout le reste pour monter une exposition qui relate l'histoire complète de Forestville. Pas que le 75e. 75 ans d'anniversaire, en fait, c'est 75 ans à partir de son année d'incorporation municipale, soit 1944 à aujourd'hui. Mais l'endroit existe depuis 1845. Alors, on traite de tout.
à ce moment-là. Vous traitez tout et vous, on va vous le dire, M. Lévesque, vous connaissez très bien votre sujet, vous le connaissez au bout des doigts, donc c'est ça qui est intéressant aussi de venir à la Petite Anglicane parce qu'on sait qu'on va avoir une visite de qualité. Si les gens viennent ici à la Petite Anglicane, est-ce qu'ils doivent s'attendre à peut-être débourser un certain montant pour rentrer? Non, la visite est offerte gratuitement. Donc, c'est une œuvre sans but lucratif. Puis, combien de temps environ le temps moyen que les gens peuvent passer? Ça dépend toujours du temps qu'ils ont à m'allouer, en fait. Si on veut faire l'étage ici en détail, ça prend à peu près 1 heure. Si on fait le sous-sol inclus, 1h30 à 2 heures. Mais en 1 heure rapide, on peut faire les 2 étages, dépendamment du temps dont vous avez. Et j'imagine que là, vous nous avez parlé que c'était le 75e de Forestville, donc vous avez sûrement eu des partenaires qui vous ont peut-être aidé? Oui, la Caisse populaire, la municipalité, Voltige, il y en a d'autres, je ne les connais pas tous sur le bout de mes doigts, c'est pas moi qui ai fait ce travail-là de commandite, mais oui, forcément, on a eu des partenaires. Génial. Écoutez, M. Lévesque, là, vous nous avez un peu titillé, si on peut bien le dire en bon français, sur l'histoire de la Petite Anglicane, mais je pense que ce serait bien de peut-être faire un petit tour sur ce que les gens peuvent découvrir justement à l'Église, donc on vous suit pour la visite guidée. D'accord. Et là, les amateurs d'histoire vont être comblés par cette exposition construite en plusieurs parties. Donc voilà, c'est l'heure de la visite guidée. Donc ici, présentement, nous avons ce que j'appelle mon petit labyrinthe historique, c'est-à-dire que c'est toute l'histoire de Forestville au grand complet, c'est-à-dire de 1845. Et si vous voulez me suivre, en fait, je vais vous montrer. Donc, de 1845 à aujourd'hui, soit 2020. Alors, on fait le tour du labyrinthe, tout le tour, et on évolue par décennie jusqu'à atteindre 2017, en fait. Donc, si vous voulez venir voir à l'intérieur aussi. Alors, ça relate vraiment, en gros, tout ce qui s'est passé au niveau développement forestier, développement social, des événements, ce que la compagnie faisait au moment où elle a quitté les lieux aussi, etc., etc. Donc, ça englobe vraiment tout l'historique de l'endroit. Beaucoup d'informations. Ensuite, nous avons une deuxième exposition qui se trouve à être les premiers méga chantiers d'Hydro-Québec, soit les projets de la rivière Berzimis. Berzimis 1 et Berzimis 2, deux centrales, 2 barrages pour les projets hydroélectriques de 1954 à 1959. Donc, ce qu'on peut voir sur les panneaux, ce sont les détails de la construction des projets hydroélectriques. C'est bien avant, c'est juste avant les Manicouagan, en fait. Ensuite, vous avez le village de Saint-Maurice de la Bréville qui fut construit, lui, à 100 km d'ici ou à peu près, plus ou moins au pied des chantiers, pour y accueillir les 5000 travailleurs du projet hydroélectrique. Alors, cette ville-là a existé jusqu'à la hauteur de 1974, où elle sera déménagée sur Fardier et intégrée à Forestville. Alors, elle viendra se greffer à l'historique de Forestville, forcément. On peut vraiment dire que M. Lévesque connaît son histoire là, au bout des doigts, tout simplement. Mais là, on voulait avoir un petit wrap-up de ce qu'était l'histoire de la ville de Forestville en 3 minutes. Donc, on lui a donné 3 minutes pour nous faire un récapitulatif de l'histoire de Forestville. Donc, Forestville, si on veut résumer la chose rapidement, je vais essayer de faire ça rapidement. Tout commence en 1845. Le canton Laval, c'est l'endroit où on se trouve, le lopin de terre, si vous voulez, est disponible. C'est un marchand des éboulements qui va le louer au gouvernement. Un droit d'exploitation, un bail d'occupation de 50 années d'exploitation forestière et de drave. Il va créer la paroisse de Saint-Louis du Saut-au-Cochon. En 1867, c'est Sir William Price qui va s'occuper des lieux jusqu'à son décès. En 1872, c'est ses 3 fils, la Price Brothers Company, qui va prendre les lieux. À ce moment-là, eux mettront à la tête des activités ici leur surintendant général, M. Grant William Forrest. D'où le Forestville que nous avons aujourd'hui. Ça nous vient d'une autre famille de M. Forrest, en fait. C'était pour honorer l'homme. Et non à cause de la forêt. Et non nécessairement à cause de la forêt. Mais sans la forêt, il ne vient pas, M. Forrest, au fond. En 1895, les Price vont cesser leurs activités ici. À ce moment-là, tout le monde va quitter les lieux et le village va entamer une période qualifiée de fantôme de 42 ans. Et c'est seulement en 1937 que le tout reprend vie, en fait, sous l'Anglo-Canadian Pulp and Paper Mills, compagnie dont on a parlé tout à l'heure, qui a construit l'église dans laquelle on se trouve. Et elle va opérer jusqu'à la hauteur de 1975. À ce moment-là, ça deviendra la Reed Paper, jusque dans les années 80, où la Deschavois va prendre possession des lieux jusqu'en 1995. Hey Sarah, est-ce que tu savais qu'au sous-sol se trouvaient plusieurs archives comme des photos, des objets qui datent de l'époque? Oui, on est allé voir ça, c'était beau, hein? Vraiment? On vous montre quelques images. Qu'est-ce qu'on retrouve principalement dans vos archives que vous avez dans votre grande pièce?
Ici, présentement, c'est l'antre du garde-feu, si vous voulez. Donc, c'est l'histoire du garde-feu de l'époque, surtout de 1917 à aujourd'hui, l'évolution du métier, l'évolution de comment on traite aussi les feux de forêt. Donc, ça vous explique un peu ce qu'était un garde-feu en 1920, par exemple. Monté du haut d'une tour qui surveillait un feu de forêt à l'aide de lunettes d'approche ou de jumelles, qui était aussi météorologue en soi, parce qu'il faut bien mesurer la météo pour bien préparer ses stratégies de combat contre les feux de forêt. Lorsque vous voyez ici, c'est un amalgame de tout ce qui pouvait être utilisé dans ces époques-là. On parle de motopompes, de radios de communication, d'outils de mesure météorologiques, des pluviomètres, etc., etc. Et des outils forestiers, forcément aussi. Oui, vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Est-ce que ça a été des dons que vous avez reçus? Comment ça a fonctionné pour justement faire votre bibliothèque d'archives? Le gros de l'exposition du garde-feu, en fait, c'est une récupération de la Sopfeu en tant que telle. Elle a changé de locaux il y a très longtemps. Plutôt que de se débarrasser de son exposition, nous avons fait un appel d'offres et puis on a récupéré cette exposition-là. Et au fil du temps, forcément, on a ajouté aussi des trucs qui sont des dons soit de personnes, soit de compagnies, soit des visiteurs aussi. Des fois, un visiteur va venir faire une visite, il va se rendre compte que son objet qu'il possède peut avoir une deuxième vie et nous l'offrir aussi. Ah ouais, très intéressant. Donc, c'est redonné dans le fond à la communauté Oui, pour tout à fait. faire perdurer l'histoire. Et comme vous l'avez dit aussi, il y avait beaucoup d'objets personnels. Alors ici, c'est une pièce qui relate la reprise économique sous l'Anglo Canadian Pulp and Paper Mills. Comme j'expliquais, elle est arrivée ici après 42 ans de fermeture de l'endroit. Alors forcément, la plupart des bâtiments avaient passé au feu de par un feu de forêt. Elle doit donc reconstruire le village. Alors ce qu'on voit en photo, c'est l'installation de ces opérations du village, la construction, la quantité d'objets aussi, de mesures pour les cartographes. Vous avez des outils aussi derrière vous qui servaient à toutes sortes de menus travaux, soit forestiers, soit de menuiserie aussi. Ça aussi, j'imagine que c'est des dons d'un peu partout. Oui, ça c'est vraiment des dons d'un peu de partout. Des gens qui ont travaillé ici à l'époque. M. Conrad Harvey, pour exemple, il nous a donné par exemple un sextant ou un théodolite ou des trucs comme ça. Et forcément aussi, il y a des compagnies qui nous ont fait des dons ou des prêts. Oui. C'est toujours soit un don, soit un prêt. OK, d'accord. Très intéressant, les belles photos aussi. On a des trucs personnels aussi. La dernière fois quand j'étais venue, ce qui avait attiré mon attention aussi, c'était les talons de paye. Oui, on en a un vieux ici. Je ne sais pas s'il y a moyen qu'on puisse prendre un visuel. Donc, c'est un talon de paye de juillet 1930 d'un employé de la Price Brothers Company. Si on veut résumer la chose rapidement, eh bien, pour 50 heures de travail, notre homme a gagné 64,58 $. Toutes les retenues incluses, 4,56 $. Alors, lui restait 60 $ net de son travail. Pour une semaine. Pour une semaine de travail. Ce qui était très bien payé pour l'époque quand même. En 1930, 65 $, c'est de l'argent. Effectivement. Puis on a aussi un calendrier pour le chômage. Pour Oui, on a calculer un le carnet de chômage. Exactement. Vous savez qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut faire ses timbres de chômage. Alors voilà un peu pourquoi on dit encore aujourd'hui faire ses timbres, parce que c'est littéralement un timbre qu'on demandait et qu'on collait dans une espèce de carnet. Lorsqu'on avait suffisamment acquéri de timbres, on pouvait faire sa demande de chômage. Qui est vraiment différente maintenant aujourd'hui, puisqu'on fait tout par Internet. Donc c'est vraiment. Il faut encore faire ses timbres, mais virtuellement parlant. Oui, c'est vraiment un grand changement. On a aussi des revues, on a aussi des articles de journaux aussi que vous avez conservés. Oui, c'est une recherche archéologique qui nous montre notre passé autochtone. Et puis, on a voulu faire une petite parenthèse avec ce qui a été fait à Québec, doit faire 400 km d'ici. Ils ont trouvé les mêmes artefacts qu'on a trouvés ici même, en fait. Donc, soit ce sont les mêmes autochtones, soit ces autochtones-là communiquaient ensemble. Mais ça relate un peu jusqu'à 4500 ans, voire 5000 ans d'histoire de passé historique autochtone. Donc, c'est pas juste l'histoire de Forestville, on y va vraiment oui, loin. C'est un petit onglet. Oui. C'est sûr que l'idéal, c'est d'aller voir le centre archéotopo Bergeron. Vous aurez beaucoup plus de spécificité. Mais oui, c'était occupé quand même le territoire pour les Autochtones. Alors, ici, c'est la vie courante, c'est-à-dire que c'est les objets... C'est des objets de la vie courante. On parle par exemple de la fameuse bombe ou le canard, qui est une bouilloire en fonte. Le canard, simplement de par la forme du bec. La bombe, c'est le son que ça faisait. Fait penser à une mèche pour aller à son explosif. Nous avons un gramophone électrique, donc ça c'est à l'époque des 45 tours, des disques rigides si vous voulez. Nous avons un amalgame d'appareils photo, des Kodak comme on aime dire encore aujourd'hui, bien c'est tout à fait vrai, hein? Celui-ci c'est vraiment Kodak de chez Kodak de 1910. Un appareil très moderne pour l'époque parce qu'il se replie et puis il s'insère dans une poche très commode. Nous avons une caméra 8 mm et plein d'objets de la vie courante, comme j'expliquais tout à l'heure, du rasoir chic au fer à repasser, aux objets
du cordonnier, etc. Nous avons un dévidoir pour faire les ballots de laine, par exemple, avec des câbles pour peigner la laine brute. Et puis, nous avons un pétrin pour le pain. Donc, c'est un meuble qui est dédié à la confection du pain. Donc, d'un côté, on met la poche de farine. De l'autre côté, ici, il y a une cuve avec une espèce de pétrisseuse, avec une manivelle. On peut donc pétrir sa pâte et faire son pain. Ça ressemble vraiment à un meuble Oui, voilà. vraiment anodin, mais finalement, ça fait de la magie. Donc, c'est vraiment, il y en a vraiment, on peut dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts au musée de la Petite Anglicane, pour tous les styles historiques, autant pour l'histoire que pour se remémorer des beaux souvenirs aussi. Que pour les fans de vieux objets. Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Autre vestige qui m'a vraiment impressionnée lorsqu'on est allé dans le sous-sol, Teresa, c'est les remèdes de grand-mère. Hein? Vraiment, Ah oui. il y a une belle tablée avec plein de remèdes de grand-mère. Donc, Monsieur Lévesque nous explique qu'est-ce que ces remèdes-ci. Il reste pas grand-chose, mais c'est encore un petit clin d'œil à ce qui se faisait à l'époque pour guérir les maux de tous les jours. On parle de remèdes de grand-mère. Donc, on a différents ingrédients qui étaient en soi soit un remède, soit en soi une partie du remède de grand-mère. Nous avons aussi un petit livre qui est en vente, qui parle des remèdes de grand-mère locaux. Donc, qu'est-ce qui se faisait au niveau remèdes de grand-mère? Pour résumer la chose, en fait, des remèdes de grand-mère, ça fonctionne, mais on ne savait pas nécessairement toujours pourquoi. Alors souvent, on ajoutait un côté placebo à tout ça parce que bon, ça fonctionnait avec un et non pas avec l'autre. Alors on ajoutait des trucs et des fois, il y avait même un petit peu de voodoo à travers ça. Donc c'est très amusant de détailler les remèdes de grand-mère. Les remèdes de grand-mère de gens de la population de Forestville et des alentours, j'imagine? C'est très local. Je fais des exposés aussi. J'ai des Français qui viennent et ils me disent « Ah, ben on faisait ça aussi chez nous. OK. » Alors tu vois, ça se recoupe quand même assez. Ben, ça se parle, hein, du bouche à oreille. Il y a des, Oui, ça se des perd pas. Il y a remèdes des comme choses ça, qui se perdent pas. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y en a que vous peut-être que vous ferez dans votre quotidien ou que vous osez, que vous faites encore? Déjà petit, quand j'avais la grippe ou un mal de gorge, mon grand-père faisait bouillir de l'eau avec du gin de Kuiper, une cuillerée de miel, et voilà, on avait un petit sirop maison. Alors, on avait la grippe tous les dimanches pour avoir notre ponce de gin. Ah, c'est une bonne façon d'avoir sa ponce. Génial. Le musée de la Petite Anglicane est ouvert durant tout l'été et c'est pour ça qu'on y est allé d'ailleurs. Mais penses-tu, Sarah, qu'on peut y aller pendant l'hiver aussi? Ben j'aimerais bien ça, hein, en fait, inviter ma famille, je sais pas moi, pendant le temps des fêtes ou au mois de février, pourquoi pas, hein? Ça pourrait être cool. On demande à M. Éric Lévesque. Donc, je vous invite à venir nous rencontrer, venir nous voir en période estivale. Et lorsque ça sera fermé en période morte, il y a toujours moyen de faire la visite. Il suffit de contacter la municipalité directement. Et elle m'appellera, on décidera d'un moment précis et puis je viendrai vous donner la visite. Donc, vous êtes en visite à Forestville, vous voulez visiter le musée, vous pouvez le faire même si c'est fermé. Génial, mais c'est des bonnes informations à savoir. Monsieur Lévesque, super guide en passant, C'est gentil. vraiment. Et puis on vous souhaite un bon succès. Est-ce que la saison bat son plein quand même? C'est à peu près ce qu'on avait espéré, je vous dirais, parce qu'on a forcément, on n'a pas le tourisme international. Alors, nous avons que au Québec, si vous voulez. Donc, on avait fait des estimations et on est pas mal dedans, donc c'est pas décevant, si vous voulez, mon avis. Génial. Bon, on va vous souhaiter un bon succès jusqu'à la fin de la saison. Merci. Et puis qu'on puisse peut-être voir une autre exposition dans les prochaines années. Sait-on jamais, oui. Sait-on jamais? Il faut trouver le bon sujet. Génial. Ben, merci. Ça me fait plaisir. Teresa, tu vas être d'accord avec moi, à la suite de notre belle visite à la Petite Anglicane, ça nous a vraiment en fait ouvert les yeux sur le fait que notre histoire à Forestville, mais d'autant plus sur la Haute-Côte-Nord, était riche depuis des centaines et des centaines d'années. C'est vraiment important et très intéressant à découvrir ça. Absolument. Mais là lorsqu'on parle de la Haute-Côte-Nord, puis qu'on demande, admettons, aux touristes, parce qu'on est en ce moment en pleine période touristique, ce qu'on demande aux gens qui viennent nous rendre visite, c'est quel est votre attrait préféré de la Haute-Côte-Nord? Et la plupart des gens, des touristes, ce qu'ils vont nous dire, c'est « Ah, ben là, c'est les excursions aux baleines. T'as-tu vu ça, les baleines? Ah, les beaux belugas? » Pas de bon sens. C'est vrai, ça fait partie de notre patrimoine. Il ne faut pas l'oublier. On a des belles excursions, on a des beaux mammifères marins. Ça fait partie de notre entourage, de notre culture aussi. Absolument. Souligner, et c'est important. Mais la Haute-Côte-Nord, c'est vraiment autre et c'est vraiment plus que les mammifères marins. Et je pense qu'on a quelques énumérations juste pour vous titiller puis vous dire, ben oui, ça a bien de l'allure, ça. C'est vraiment plus que ça, la Haute-Côte-Nord. En effet, la Haute-Côte-Nord, c'est tellement plus que ça. D'après la MRC de la Haute-Côte-Nord, on comprend 160 km de littoral qui en fait, englobe tout le territoire de la Haute-Côte-Nord et ce qui fait 4 du territoire de la Côte-Nord au complet. Quand même, hein? Quand même, c'est beaucoup. Et dans tout ce territoire-là, on abrite 12 000 habitants dans les 8 municipalités et la communauté autochtone. Et là, en plus, il faut se le dire, tout le monde le remarque, mais l'industrie du tourisme sur la Haute-Côte-Nord est en pleine croissance parce qu'on va se le dire, la Haute-Côte-Nord, c'est une région passionnante à découvrir. Ça a la cote. Mais outre ces points-là, Sarah, il y en a beaucoup d'autres qui font
qu'est-ce que la Haute-Côte-Nord est vraiment? Oui, on vous en a parlé en fait durant nos nombreuses émissions de À nous la côte. Tout simplement, il y a l'agriculture aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc, on a fait quelques reportages justement là-dessus. Donc, on est une terre très fertile pour le bleuet, la camerise, les framboises, la canneberge. Donc, ça, c'est vraiment à mentionner. Très important. Si jamais vous êtes dans le coin, mais allez faire des petits coucous à nos fermes parce que ça va être très apprécié. Ça va être bientôt l'heure de l'autocueillette aussi. Donc, on s'en vient à la mi-août. Donc, ça va être quand même le fun pour ce qui est de l'autocueillette et de l'agriculture. Sinon, ben, qui dit agriculture demande grand espace. Et ça, oui. on en a en maudit, hein, parce que là, vous avez remarqué, bon, on est un peu en attrait touristique, on a vraiment beaucoup de gens qui s'en viennent, mais on peut chacun avoir son espace vraiment là, personnel, privé même, là, avec son petit bout de plage. Ça, c'est vraiment pas un problème. Donc, autant au niveau de la plage, de l'eau, que des forêts, que si vous voulez faire de la randonnée, vous avez vraiment votre espace à vous. Sinon, grand espace aussi, avec de l'eau, ça demande de la chasse et pêche. OK, oui. Et ça, bien, on est très bon là-dedans dans la chasse et pêche. Donc, si vous avez remarqué toutes les écs qu'on avait, donc ça, c'est des endroits merveilleux pour faire de la chasse. Et toutes les rivières aussi, les rivières au saumon, le fleuve, écoutez, c'est une panoplie des endroits merveilleux pour les amateurs de chasse et pêche. Et lorsqu'on a fini notre chasse et notre pêche, bien, c'est toujours le fun de partir en camping, hein, OK, de oui, se tout le loger. temps. Et ça, on en a vraiment beaucoup. Donc, chaque municipalité a quasiment des places où se loger en camping, très bien aménagées aussi. Donc, ça, c'est vraiment nos attraits. C'est vraiment ça qui fait notre charme, vraiment pour l'été et pour l'hiver aussi, pas de problème. Et parlant de camping, pourquoi ne pas se camper sur une des longues plages infinies de la Haute-Côte-Nord, disons celle de Forestville qui va jusqu'à Port-Neuf même? Vraiment. Il faut surtout pas oublier aussi la bonne bouffe de la Haute-Côte-Nord. Comme vous avez vu, on a goûté aux nourritures de la poissonnerie, de la boulangerie, de la boucherie. Vous avez faim, tout est là pour vous, hein? Vraiment. Sans oublier aussi les petites entreprises pour aller peut-être faire notre magasinage. C'est toujours le fun d'encourager local. On parle ici peut-être des savons de l'atelier qu'on aurait peut-être vu dans une autre émission. Oui, ça me dit quelque chose, ça. Oui, quelque chose comme ça. Ou les éblouis, peut-être pour gâter sa blonde, son amie. Oui, des beaux cadeaux à ramener aussi à la maison. Absolument. Et un des points forts aussi que j'ai remarqué sur la Haute-Côte-Nord, c'est la chaleur, l'hospitalité et l'entraide de la population, hein. C'est facile de faire beaucoup de nouvelles connaissances. On se sent chez nous, même si on ne l'est pas vraiment. On se sent chez nous, puis c'est le fun parce qu'on peut revenir l'année prochaine et puis les gens vont être là, puis ils vont nous accueillir. Donc, c'est vraiment ça, la chaleur de la population, tout simplement. Donc, ayez pas peur de les côtoyer, d'aller à leur rencontre, de leur parler. Et la même chose aussi, je dirais peut-être pour les gens du coin, n'ayez pas peur aussi de peut-être parler aux touristes parce que je pense que c'est ensemble qu'on forme un tout, une très belle population et qu'il n'y en a pas de frontières parce que c'est beau sur la Haute-Côte-Nord. Donc, je pense que ça fait vraiment un bref résumé de nos attraits, ce qui est beau à voir sur la Haute-Côte-Nord, pas juste les baleines, c'est un ensemble de tous ces éléments. Tout à fait. C'est ce qui conclut notre émission spéciale, le patrimoine de notre saga À nous la côte. N'hésitez surtout pas à aller visiter notre page Facebook, à aimer, commenter, partager et nous dire vos commentaires. On adore vous lire comme à l'habitude. On est là pour répondre à vos questions, vos commentaires, tout ce que vous désirez partager. Effectivement, Teresa. Bon, là, on se sent un petit peu nostalgique parce que là, c'était notre avant-dernière émission spéciale À nous la côte, mais sachez qu'il vous en reste une petite dernière et elle va être bien le fun. On vous garde nos petits secrets, là, mais on vous dit que restez à l'écoute parce que ça va être vraiment le fun. Ça va être le fun. Dans 2 semaines, un beau récapitulatif de notre saison. Donc, soyez des nôtres et on vous dit à la prochaine, la gang! Cette émission vous a été présentée grâce à la participation financière de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent.